Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des Rencontres des nouvelles pensées de l'écologie, un événement organisé par l'Instant d'après qui se tiendra au Collège européen de Cluny du 21 au 22 octobre. Ces deux journées auront vocation à rassembler des acteurs du territoire et des intellectuels sur la thématique de l'écologie. Divers thèmes et enjeux locaux feront l'objet de débats sous la forme d'une quinzaine d'ateliers et de deux tables rondes. Après la séquence électorale de cette première moitié d'année, ces rencontres permettront d'engager une réflexion sur la façon dont l'écologie peut convaincre le plus grand nombre. Vous pouvez dès à présent retrouver le programme, les invités et le lien d'inscription sur le site de La Fabrique écologique, qui est l'un des partenaires de l'événement, avec l'association Agir pour l'environnement, la revue Écologie et politique, le réseau Le Lierre, le média Reporter, le Club de l'Olivier, la revue Multitude, la Fondation Daniel Mitterrand et le groupe vert ALE au Parlement européen. Lors de cet événement, la table ronde d'ouverture aura pour thème « Quoi de neuf du côté des pensées de l'écologie ?» Présidée par Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique, cette table ronde sera composée de Catherine Larère, philosophe et professeure de philosophie émérite. Elle a participé en France à l'essor de la philosophie environnementale. Dominique Bourg, philosophe franco-suisse, professeur honoraire à l'Université Lausanne, spécialiste des questions environnementales. Marie Toussaint, cofondatrice de l'association Notre Affaire à tous, à l'origine de la campagne L'Affaire du siècle, députée européenne et vice-présidente de la Fondation de l'écologie politique. Patrice Maniglier, agrégé et docteur en philosophie, maître de conférences en philosophie et art du spectacle à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Fabrice Flippo, philosophe des sciences et techniques, professeur à l'Institut Mines Telecom Business School. Ses recherches portent entre autres sur l'anthropologie de la modernité et de la globalisation. Aujourd'hui, et afin de préparer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Albuy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Université Stanford et chercheuse associée au Centre de recherche politique de Sciences Po, CEVIPOF. Vous travaillez sur la sémiotique contemporaine, notamment en analysant les discours des personnalités politiques. Donc, on va commencer à introduire le sujet. Donc, comme premier constat, les nouvelles réalités contemporaines et leurs impacts psychologiques, sociaux ou politiques appellent probablement de nouveaux mots et de nouveaux concepts. La gauche radicale ou l'extrême droite présentent un socle assez constant de mots et de références qui les distinguent clairement. Alors, nous allons essayer de déterminer ce qu'il en est aujourd'hui du discours écologiste. De prime abord, repérez-vous des mots, concepts et ou notions clés qui paraissent singulariser le discours écologiste? Oui, alors certains mots sont presque organiquement propres au discours écologiste. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'enjeu de ce vocabulaire, parce que c'est avec les mots qu'on pense les choses et apporter des mots nouveaux au débat, c'est à la fois faire objet de cadrage du débat et de mise à l'agenda, c'est-à-dire de faire parler les gens de certains sujets qui ont été occultés, mais d'une certaine manière dans un certain cadre de référence. Donc les mots sont vraiment importants. Il y a certains mots qui sont assez influents aujourd'hui, grâce à un discours qui a été véhiculé pendant des décennies. Par exemple, le vivant, la biodiversité, le terme d'écocide ou d'effondrement, l'adjectif durable, mais aussi l'écoféminisme, le concept de care, les droits de la nature, les territoires, le local. Et on peut y ajouter des mots qui ont tellement infusé dans la société que maintenant, je pense qu'ils ont été adoubés par la conversation générale. À ce titre, il y a urgence climatique, transition écologique, sobriété, qui est maintenant sur toutes les bouches. Alors ça, ce sont vraiment des acquis, et on peut même dire des victoires dans la bataille culturelle pour mettre ces sujets à l'agenda. Et on peut aussi noter, par exemple, que les médias s'en sont emparés, avec récemment une charte pour un journalisme à hauteur de l'urgence écologique qui vraiment veut adopter un vocabulaire précis pour rendre compte de la situation. Il y a un autre versant du vocabulaire propre, à mon avis, au discours écologiste, c'est un vocabulaire plus technique, soit parce qu'il vient des sciences, comme l'anthropocène ou l'androcène, ou bien de l'histoire juridique, comme les communs, ou bien de la philosophie des sciences humaines comme la déconstruction, le genre. Et là, il y a peut-être un risque d'opposer les sachants, les scientifiques, ceux qui ont ce vocabulaire très technique et qui peut perdre des auditeurs, et le citoyen de base
dans un moment d'inflation de la connaissance scientifique, où il y a un risque vraiment que certains se sentent dépossédés même du savoir et des clés pour comprendre ce qui se passe. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur ces concepts un peu plus techniques pour soit les expliquer, soit trouver des équivalents qui embarquent tout le monde et surtout, à mon avis, donnent à tout le monde les outils sémantiques pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Il y a aussi, j'ai repéré dans le discours, surtout par exemple des campagnes législatives et présidentielles, tout un pan assez important de concepts qui ont du mal à cristalliser dans l'opinion, qui ne sont pas vraiment repérés comme étant spécifiques. Et pourtant, quand on se penche sur le discours de ce qui a été proposé aux électeurs en 2022, il y a tout ce vocabulaire du partage, de la coopération, du fait de relier les citoyens, du lien, de la relation. Et c'est un vocabulaire à la fois très intéressant et qui peine à devenir à la fois identifiable et concret dans l'esprit des gens. Il reste un peu flou, notamment parce que c'est du vocabulaire qui appartient un peu à la vie de tous les jours, le partage, la coopération, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il recouvre. Et je pense qu'il y aurait un besoin de clarification, par exemple, sur l'idée de partage. Qui va partager? Je pense que ça peut être un mot anxiogène pour une catégorie de la population qui n'a déjà pas beaucoup et qui va se demander si partager, ça veut dire donner de leur part ce qu'ils ont déjà du mal à acquérir et à garder comme capital, soit économique, social, etc. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire sur ce vocabulaire. Et puis après, il y a des mots qui ne sont pas vraiment spécifiques au discours écologiste, mais qui sont revenus en force et qui l'arriment au camp de gauche, avec notamment la justice sociale, qui a été très, très présente comme item dans le discours de la présidentielle et des législatives, ou bien le terme valeur d'égalité et la lutte contre les inégalités. Je pense que la République est un peu moins présente, la citoyenneté un peu plus, mais qu'il y a aussi des mots qui sont absents. Par exemple, à gauche, tout ce qui est le vocabulaire concret de la lutte contre ces inégalités. Donc le terme de redistribution est complètement absent. Le revenu universel, on ne l'a pas vraiment entendu. Les inégalités salariales, ça reste assez absent également, ou même la planification qui a été plutôt adoptée par la France insoumise. Vous venez de nous dire les mots qui étaient absents. Y a-t-il des références historiques aussi qu'on rencontre rarement dans le discours écologiste? Oui. Alors, les mots absents, il y en a d'autres, hein, il y a des références. Alors, c'est un problème beaucoup plus général, en fait, de l'ancrage du discours écologique dans l'histoire, avec un grand H. Parce que c'est un mouvement récent qui n'a pas de grande figure emblématique, qui n'a pas de mouvement social spécifique jusqu'à aujourd'hui, avec les jeunes de la génération climat. Et donc, il n'y a pas de figure qui incarne ce mouvement philosophique comme il y a des figures de la gauche radicale, des figures de la gauche socialiste, et à droite, toute une série de figures charismatiques qui représentent ce courant de pensée. Donc ça, c'est une constance, et peut-être qu'on y reviendra, mais ça s'inscrit dans un problème sur le récit également. Mais aussi tout un autre pan de vocabulaire qui est absent et qui me semble important aujourd'hui où on a cette urgence d'agir, et c'est les mots de l'action. D'abord, il n'y a pas énormément de vocabulaire d'action, il y a peu de verbes dans le discours écologiste, il y a plus plutôt du constat. Et il n'y a pas ce vocabulaire du leadership qu'on trouve très, très présent à droite et dans le camp macroniste. Le faire, l'efficacité, le volontarisme, la manière de planifier les choses, comment, dans le discours, être dans la solution tout de suite, ça reste un petit peu mis de côté. Et il y a une autre catégorie de vocabulaire qui est absente et qui peut-être pose problème, c'est les mots d'identification à un groupe. La nation est absente, le peuple est absent, alors que c'est un mot extrêmement fort, tant chez la France insoumise qu'à l'extrême droite, et la classe sociale également. Donc, à qui et de qui parle le discours écologiste? Elle parle du climat, elle parle de concepts assez abstraits, finalement, de la planète. Et comment est-ce qu'on va créer un « nous » dans le discours
pour que ce discours ne soit pas simplement sur des objets extérieurs aux citoyens, mais de leur propre vie. Très bien. Et finalement, peut-on dire qu'il y a aujourd'hui, du côté des écologistes, un récit bien identifié, un imaginaire bien établi, une promesse stabilisée, un style, une marque, ou au contraire que ce discours reste ambivalent, voire qu'il autorise des multiples interprétations? Alors, je crois qu'il y a un récit clair, parce que, un récit clair mais inachevé, je vais dire, parce que la structure, la trame narrative, c'est, les séries de destruction, de la biodiversité, des écosystèmes, de la planète en général, avec, l'anthropocène et l'accélération pendant les 30 glorieuses et les années 70-80 et le moment de rupture où on est aujourd'hui. Ce récit, donc, il a une trame, une trajectoire assez précise et il nous dit on est à un point de bifurcation avec une alternative, soit on continue de détruire la planète, soit il faut changer de braquet et aller vers autre chose. Mais c'est là qu'on bute un peu et que ce récit est inachevé et donc a du mal à construire un imaginaire de ce qu'il propose. On est, enfin, c'est-à-dire que selon les intervenants, c'est pas tout à fait clair. Là, il y a une ambiguïté de savoir si c'est une restauration qui est proposée, un retour à ce qu'il y avait avant et avant quand, à quelle date en fait on se situe, ou est-ce que c'est une transition vers quelque chose de complètement différent, tant du point de vue économique, social, politique, d'invention d'une nouvelle démocratie, etc. Est-ce que c'est simplement un moins pire qu'on propose, on arrête les dégâts en gros, et je pense qu'il y a une certaine ambiguïté qui empêche de se projeter dans ce récit et de savoir, on voit qu'est-ce qu'on essaie d'éviter, mais on ne voit pas forcément où est-ce qu'on va atterrir, pour reprendre le mot de Bruno Latour. Or, c'est dommage d'une certaine manière parce que le schéma, on a une catastrophe, une crise et une réparation, c'est cognitivement très intéressant parce que tout le monde, on connaît des récits comme ça et ça fait un cercle et on retombe sur nos pieds. Donc, c'est satisfaisant, non seulement esthétiquement, mais même psychologiquement, d'avoir cette résolution du récit à la fin. Là, on est sur un récit ouvert, on ne sait pas trop où on veut aller. Et je pense qu'il pourrait y avoir, de manière générale, un travail sur cet imaginaire de ce qui vient après. Pour l'instant, si j'essaie de penser, de me représenter la société de demain qui est proposée, je ne vois pas très bien qui c'est et comment ça vit. Quels sont le type d'interaction, où les personnes vivent. Si on me dit c'est quoi la société fasciste, je me représente tout de suite ce que c'est. La société communiste également. On a tout de suite des images, il y a un imaginaire extrêmement vif et incarné. La société écologiste, elle reste assez vague, ou bien elle est construite dans le discours par les opposants, à travers des caricatures. Donc, par exemple, la caricature des Aniches, hein, donc ça va être une petite famille bobo qui mange du quinoa en prenant le vélo pour aller à l'école dans une grande ville. Mais premièrement, les artistes, les cinéastes n'ont pas vraiment investi ce que serait la société heureuse écologiste de demain. Donc, il n'y a pas un imaginaire, il y a un imaginaire de la catastrophe climatique, mais il n'y a pas un imaginaire de l'alternative à la catastrophe. Donc, il faudrait pouvoir se représenter concrètement comment cette société de demain sera mieux, améliorer la vie dans le quotidien, dans les interactions, et quel type de relation sociale en fait serait accompagnée par cette restauration de notre monde habitable. Un dernier point sur le récit, c'est le manque de personnages. Alors, il y a un problème de personnages politiques au sens où les incarnations se succèdent à chaque échéance électorale sans avoir la même continuité que d'autres partis, notamment à droite et à gauche. Et donc, il faut chaque fois recréer une image du candidat, ce qui est assez difficile dans le champ médiatique actuel. Mais il y a aussi pas beaucoup de personnages de cette société de demain qui seront les acteurs, en fait, de ce récit. Est-ce que c'est la jeunesse? Elle est évoquée, mais elle n'est pas présente en tant que porte-parole.
Il n'y a pas une figure française de la jeunesse, certains émergent, mais ce n'est pas encore très, très clair. Et je pense que ce serait bien d'avoir… Alors, je pense que c'est aussi lié au mode de fonctionnement interne du courant à l'écologiste, qui est beaucoup plus horizontal, où donc des figures charismatiques ont plus de mal à émerger peut-être. Mais si on pense à d'autres camps politiques, à droite et à l'extrême droite, il y a ce culte du chef qui fait que l'incarnation est naturelle. Et malheureusement, on est encore dans une Ve République qui favorise ce type d'incarnation. Donc, il y a aussi, du point de vue de la représentation, un travail à faire sur les personnages de ce récit. À la fois les personnages qui vont porter ce récit, mais aussi les personnages qui vont être les acteurs du récit de demain. Donc ça, ce serait une sorte de bilan de où est-ce qu'on en est sur comment les lecteurs peuvent se représenter le récit écologiste et sur quoi il va déboucher demain. Mais l'absence du nous, du peuple, des classes dans le récit, est-ce que vous pensez que c'était une stratégie ou un impensé par les écologistes? Je ne vais pas parler pour eux, mais je crois qu'il y a d'abord, il y a des divergences d'opinion sur la stratégie adoptée là-dessus. A contrario, on peut dire que l'utilisation du peuple comme catégorie de mobilisation politique a été extrêmement conceptualisée et stratégiquement validée dans le camp de la France insoumise depuis 2012 même. Donc avec l'adoption, mais volontaire, intentionnelle, d'un discours populiste au sens des sciences politiques, c'est-à-dire qui utilise le peuple comme catégorie à opposer à des élites. Même chose pour des raisons totalement différentes à l'extrême droite. Mais je crois que le courant écologiste a cet idéal d'une participation démocratique horizontale qui veut embarquer tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a cette question de que le problème est global et sociétal et transversal. Et donc, comment on va mobiliser des groupes alors qu'on veut embarquer la société dans son ensemble? Et c'est là où il n'y a parfois pas de convergence entre ce qui est efficace d'un point de vue narratif, c'est-à-dire d'avoir des adversaires, des opposants, des héros, etc. Ça marche du point de vue narratif, et une vision politique qui est de s'adresser au corps social dans son ensemble, sans faire émerger de catégories précises. Est-ce qu'il y a une classe écologiste? Ce n'est pas vraiment clair pour l'instant. Très bien. Et justement, à quelles conditions le discours écologiste pourrait-il mieux s'adresser aux catégories populaires? Alors, je pense qu'il est vraiment urgent d'avoir un discours extrêmement concret sur qu'est-ce qui est proposé pour demain matin. Pas 2050, mais demain matin, qu'est-ce que ça change? Et que ce ne soit pas simplement, on va réduire de 2,2%, je sais pas quoi, les émissions de gaz à effet de serre de tel truc, mais dans ma vie quotidienne, qu'est-ce que ça change? Donc, quelque chose de concret avec l'idée que, je pense qu'on en est tous persuadés, c'est une amélioration qu'on attend. Mais une amélioration pas seulement des conditions d'existence sur Terre, mais aussi du quotidien de chacun. Donc, il faut vraiment que l'idée que c'est une société dans son ensemble qui va être transformée, que ce n'est pas seulement s'occuper de la planète, mais aussi des hommes, et faire cette articulation entre le climat, la biodiversité et le nous qui doit être porté par ce récit. À mon avis, c'est un défi immense parce qu'on part d'un système de pensée occidental où les humains ont été détachés de la nature. Donc, de penser que l'environnement, c'est autour de nous, c'est pas nous. Et que la planète, c'est là où on habite, mais c'est pas nous. Et donc, quand un discours s'attaque à préserver la biodiversité, le climat, les écosystèmes, etc., ça peut sembler extrêmement périphérique, même pour énormément de gens, pour qui l'enjeu premier, c'est le pouvoir d'achat, les fins de mois, l'emploi, l'éducation, la santé, etc. Donc, réussir à porter quelque chose de très concret sur les problèmes concrets de maintenant, parce que nous le savons, tout est touché par
le discours écologiste, mais ce n'est pas encore présent. Ça me semble urgent. Et la deuxième chose, ce serait d'avoir un discours qui ne soit pas uniquement dans l'alerte sur la catastrophe, mais qui offre de la réassurance. Parce que je crois qu'il y a un énorme besoin de réassurance à un moment de dépossession et d'impuissance, de sentiment d'impuissance sur tous les fronts. Après le Covid, impuissance totale, la guerre, la crise climatique, avec son caractère qui nous dépasse complètement, il faut pouvoir avoir un discours qui dise « on vous alerte et on vous donne tout de suite les clés pour agir maintenant ». Et nous, on a les solutions. Et de fait, on a tous les solutions. Le rapport du GIEC, on pourrait tous agir maintenant et avoir une efficacité très claire si les bonnes politiques étaient adoptées. Donc, je pense que tenir ces deux choses, le concret et les solutions, pourrait permettre de visualiser et d'incarner ce discours sur l'urgence climatique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence parce que montrer la situation actuelle, on va avoir tendance du coup à avoir un discours radical et montrer le après, si je comprends bien, il faut avoir un discours qui rassemble, qui réduit les clivages, qui crée des liens, des ponts. Donc, comment articuler ces différents Oui. ponts dans le discours? Alors, la radicalité n'est pas forcément liée à une confrontation violente entre des groupes. C'est-à-dire que la radicalité, elle est sur les solutions, en fait, aussi. Sur le constat lui-même de l'impasse où on est et sur les solutions, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des petites pattes de souris, mais on va essayer de vraiment changer de direction radicalement. Et ça ne veut pas forcément… Et donc, il faut essayer de montrer que ce changement radical, d'abord, il ne se fait pas du jour au lendemain à 180 degrés, mais il y a… l'idéal, à mon avis, et je ne dis pas que c'est facile, ce serait de dire qu'il y aura des politiques, pas seulement d'accompagnement, mais tout va être plus simplifié dans ce changement. C'est-à-dire que ce n'est pas, voilà, maintenant, vous prenez votre vélo, mais bon, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de piste cyclable, donc vous vous démerdez, pour ainsi dire. Mais au contraire, on vient juste chez vous pour dire, voilà, maintenant, on peut faire comme ça. Il y a toutes ces alternatives possibles et redonner du pouvoir de décision concret aux gens dans leur vie quotidienne, alors qu'aujourd'hui, c'est un effort d'être dans une démarche de réduction de consommation, de réduction de gaspillage, etc. Donc, la radicalité, à mon avis, ne s'oppose pas à la volonté d'embarquer tout le monde. Et d'embarquer tout le monde, qu'on s'entende, ça ne veut pas dire qu'on soit dans un discours où l'on aplanit les divergences idéologiques, politiques, ou bien qu'on ne lutte pas sur d'autres sujets tels que les discriminations, les inégalités de genre, de conditions sociales, etc. Donc, disons qu'on est à un point, malheureusement, d'urgence telle qu'il faut agir. Et il faut que le maximum d'acteurs se sentent habilités, puissants dans cette action et qu'on leur facilite lorsque le saut du changement est important. Donc, pour revenir à la question initiale qui était les catégories populaires, pour l'instant, il y a un poids d'inertie lié aux conditions matérielles, aux conditions sociales où il n'y a pas de choix. Quand on a un budget limité, on ne va pas investir dans un vélo électrique si on a des enfants et qu'il faut les amener à l'école avec un vélo électrique. Donc, il faut pouvoir donner les moyens et le dire. Parce que pour l'instant, on reste beaucoup sur « il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela ». Et on peut imaginer que pour plein de gens, cela semble hors d'atteinte. Et donc, un idéal, peut-être qu'il faudrait faire des choses, mais un idéal hors d'atteinte. Et donc, il faut donner les outils intellectuels pour comprendre pourquoi il faut le faire maintenant et les outils vraiment concrets, matériels, de changement des modes de consommation. Et l'écologie a-t-elle finalement besoin d'un discours global plus homogène
Ou au contraire, la diversité de ces modes d'expression lui permettra-t-elle de capter des cultures et des traditions très différentes? Alors, c'est une excellente question et je vais parler de mon travail sur l'extrême droite, qui a été un discours assez efficace dans les dernières années, et même d'autres acteurs politiques. Je pense que ce qui marche d'un point de vue vraiment électoral et médiatique, c'est la répétition. C'est vraiment la répétition. Et si la répétition ne se sent pas parce qu'il y a 10 000 nuances d'expression, ça fait des petites gouttes qui s'éparpillent plutôt qu'un grand jet continu où on est aspergé de ce discours clair et précis. C'est vraiment, c'est un peu malheureux, mais c'est vraiment ce qui marche d'un point de vue de l'efficacité rhétorique, c'est la répétition. Ça n'empêche pas du tout la diversification des discours selon les auditoires, selon les contextes, mais ce qu'il faut réussir à trouver, ce sont des concepts simples, précis et qu'on puisse décliner. Et je vais prendre un exemple, et positif si c'est possible. Le concept de libération. Pourquoi est-ce qu'on ne réinvestisse pas ce concept pour le faire porter les aspirations du discours écologique? Par exemple, libération de nos anxiétés sur la notion d'effondrement, libération du poids des dettes, libération de la pollution, des produits toxiques qui sont dans notre alimentation, libération des femmes, des violences sexistes, libération des contraintes économiques et sociales, des déterminismes sociaux. C'est un concept simple, mais que l'on peut remplir et décliner selon les situations, et d'ailleurs aussi varier le degré de radicalité. On peut libérer les ménages du poids de la facture de fioul en leur proposant des alternatives, d'autres énergies qui seraient à la fois moins polluantes et moins coûteuses si les investissements sont faits en conséquence. Ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus radical, comme des mouvements de libération au sens propre des années 70 sur les questions de genre, d'ethnie, etc. Donc ça, c'est un mot simple qui peut être porté vers le grand public ou vers les militants et être décliné selon les circonstances. Un autre exemple serait par exemple le droit au bien-être. Le droit au bien-être, pareil, on peut le décliner sur la santé, sur l'éducation, le bien-être alimentaire, le bien-être juste psychologique, de ne pas avoir des fins de mois difficiles, etc., etc. Et ça permet de prendre un concept à la fois simple, que tout le monde peut investir, sans se penser qu'on se vend une idéologie, par exemple, et d'être embarqué par quelque chose qui parle, tout en ayant un contenu concret. Et alors là, ce n'est pas à moi de trouver les concepts qui pourraient être mobilisateurs, mais je pense qu'il est important, que ce soit pour la prochaine échéance électorale ou plus généralement, d'avoir 2-3 concepts vraiment forts qui puissent être attachés à une image, que les gens puissent y mettre une image. Le bien-être, je peux imaginer pour moi-même, ça va avoir l'air de quoi, et qui puisse parler à toutes les strates de la société, pour qu'on puisse rendre ce discours plus concret, plus désirable aussi, pour un maximum de gens qui vous écoutent. Parfait. Et pour conclure, est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer aux personnes qui vont assister à cette table ronde? D'abord, merci de participer à ces tables rondes, parce que je crois que c'est vraiment essentiel. Le message, ce serait vraiment, est-ce qu'on peut réfléchir collectivement sur comment est-ce qu'on agit le plus vite possible? Et exemple personnel, moi j'habite d'habitude plutôt aux États-Unis, en Californie. Depuis 10 ans, on est en sécheresse. Lorsque on doit porter un masque anti-pollution pendant 2 mois tous les jours et qu'on ne peut pas sortir parce qu'il y a des feux de forêt qui ont la taille de 3 départements, on la sent, l'urgence écologiste, l'urgence écologique. Et j'espère qu'on peut arriver à agir avant que la France soit dans ces conditions-là.
Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous, Cécile Alduy. Merci beaucoup. Quant à vous qui venez de regarder cette vidéo, je vous invite à prendre part aux discussions en publiant un commentaire juste en dessous de la vidéo. Cela permettra d'enrichir le débat. Merci à toutes et à tous.